Fin du chapitre 6, page 342 sur 373. Page 342. Au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, les manières étaient loin de se limiter au savoir-vivre. Elles désignaient plus généralement la façon d'agir et de se comporter dans le monde, ainsi que les habitudes, goûts et préférences de chacun. Autrement dit, à moins de se destiner à la prêtrise et à l'érudition, les jeunes gens étaient tenus de travailler chez d'autres personnes en échange d'un salaire parce que travail rémunéré et éducation telle qu'on les entend aujourd'hui était vu comme une seule et même chose, un processus d'apprentissage de l'autodiscipline pour parvenir à maîtriser ses plus bas instincts. Bridgen, 1982, page 37-38. Et être capable de se conduire convenablement en adulte indépendant. Cela ne veut pas dire que la turbulence de la jeunesse n'avait pas droit de sister en ce temps-là. Au contraire, pendant leurs années de service dans d'autres foyers, ces gamins se créaient souvent une culture alternative bien à eux, organisée autour de confréries qui portaient des noms comme les enfants sans souci ou les habits du désordre, ce qui était parfois autorisé à prendre temporairement le pouvoir lors de fêtes populaires. Mais le but ultime de ce labeur rigoureux aux ordres d'un chef de famille était de transformer ces adolescents en adultes autodisciplinés, prêts à travailler pour leur propre compte et non plus pour quelqu'un d'autre. Ce système propre à l'Europe du Nord du Moyen-Âge a donné naissance à des conceptions du travail bien différentes de celles qui prévalaient à l'époque classique, ou même de celles qui se sont imposées par la suite dans le monde méditerranéen, ce qui explique que l'émissaire vénitien ait pu être scandalisé par les pratiques anglaises. Ce que nous connaissons de la Grèce et de la Rome antique nous vient majoritairement d'aristocrates de sexe masculin qui considéraient que l'effort physique et la servitude n'étaient bons que pour les femmes et les esclaves. Le travail, soulignait Aristote, ne vous rend pas meilleur, au contraire, il vous avilit, puisqu'il l'accapare le temps que vous devriez consacrer à vos obligations sociales et politiques. C'est pour cette raison que la littérature classique insiste sur la dimension punitive du travail. Ces aspects créatifs et divins sont réservés à ces patriarches, suffisamment riches pour ne pas avoir à se salir les mains et qui peuvent se contenter de dire aux autres ce qu'ils ont à faire autrement. Au contraire, en Europe du Nord, au Moyen-Âge et à la Renaissance, tout un chacun ou presque était amené à se salir les mains à un moment donné de son existence. Ainsi, dans l'Angleterre de la Renaissance, l'un des représentants du roi pouvait fort bien être un noble employé comme domestique sous le titre de Groom of the Stool et chargé de vider le pot de chambre du souverain. Sarkey, 1977. En français, cette fonction s'appelait porte-coton. MDT. Porte-coton. Par conséquent, le travail en particulier rémunéré était conçu comme un agent de transformation. Autrement dit, certains éléments centraux de ce qu'on en appellerait plus tard l'éthique protestante du travail étaient déjà présents plusieurs siècles avant la naissance du protestantisme. Comment, avec l'avènement du capitalisme, le travail a fini par être majoritairement regardé comme un instrument de réforme sociale, voire une vertu en soi, et comment les travailleurs ont riposté en adoptant la théorie de la valeur travail. L'histoire des différentes significations du travail reste à écrire. C. Wright Mills, L'école blanc, 1951. L'avènement du capitalisme est venu tout bouleverser. Par l'avènement du capitalisme, je n'entends pas l'apparition des marchés, il existait depuis longtemps, mais la mutation progressive de relations de services en relations de travail permanentes, prenant la forme du salariat, ce qui peut se résumer par le schéma suivant. Certains individus détiennent le capital et tous les autres sont contraints de travailler pour eux. Sur le plan humain, la première conséquence de cette évolution a été d'enfermer des millions de jeunes gens dans un état d'adolescence sociale éternelle. En effet, avec la désintégration des structures corporatives, les apprentis devenus compagnons se sont vus empêchés d'accéder au statut de maître. Au regard de la tradition, cela signifiait qu'ils n'étaient pas en position de se marier et de fonder une famille, et qu'ils se retrouvaient condamnés à demeurer pour le restant de leurs jours des êtres humains inachevés au sens propre du terme. Je peux prendre ici l'exemple de mon père qui a travaillé pendant la majeure partie de sa vie comme décapeur de plaques dans un atelier d'imprimerie offset. Un jour après que j'ai commencé à étudier l'histoire médiévale, j'ai discuté avec lui du système des corporations. Il m'a dit « C'est vrai, j'ai fait mon apprentissage moi aussi.
Mais quand j'ai pris ma retraite, j'étais compagnon imprimeur. Mais quand je lui ai demandé si l'on trouvait encore des maîtres imprimeurs, il m'a répondu, ah non, il n'y a plus de maîtres. Enfin, sauf si tu considères que c'est le patron. Comme on pouvait le prévoir, beaucoup d'entre eux ont décidé de se rebeller et de refuser cette interminable attente. Ils ont commencé à abandonner leur maître avant l'heure, dite pour se marier, établir des petites entreprises familiales. En retour, ce mouvement a suscité dans la classe émergente des employeurs une vague de panique morale qui n'est pas sans rappeler celle provoquée plus tard par le phénomène de grossesse précoce. Le passage qui suit est extrait de The Anatomy of Abuses, écrit au XVIe siècle par le puritain Philip Stubbs. Puis, vous avez ces polissons de 10, 14, 16 ou 20 ans qui prennent femme et l'épousent sans aucune crainte du châtiment divin, crochet 3 petits points, ou ce qui est pire sans se soucier des moyens de subsistance dont ils disposeront, ni de savoir si leurs ressources seront suffisantes pour leur maintenir dans leur métier et sauvegarder leurs biens. Oh non! Cela n'a aucune importance à leurs yeux tant qu'ils ont leur joli petit chaton à câliner, car c'est bien la seule chose qu'ils désirent. Petit chaton à câliner. Kili. Bientôt les voilà qui construisent à chaque bout de chemin des maisonnettes avec des poteaux en sureau, dans lesquels ils vivent comme des gueux le reste de leur existence. Le pays s'emplit ainsi d'un tel amas de mendiants, crochet 3 petits points, que sous peu on risque de le voir sombrer dans la pauvreté extrême et la pénurie. Philip Stubbs, The Anatomy of Abuses, 1562. Malthus incarne évidemment la version extrême de cette position. Pour mémoire, il n'hésitait pas à affirmer que puisque les classes laborieuses, en se multipliant, menaçaient de précipiter l'ensemble de la population dans la pauvreté, il convenait de favoriser la diffusion de conditions insalubres pour les éliminer. Cazeneuve, cité plus loin, était un de ses disciples. C'est de là qu'on peut dater la naissance du prolétariat en tant que classe. D'ailleurs, fort opportunément, le terme dérive d'un mot latin désignant ceux qui n'avaient pour toute richesse que leur progéniture. C'est une richesse. En effet, à Rome, les citoyens les plus démunis, trop pauvres pour être soumis à l'impôt, n'étaient utiles au gouvernement que dans la mesure où il engendrait des fils susceptibles d'être enrôlés dans l'armée. À bien des égards, The Anatomy of Abuses est le manifeste même de la réforme puritaine des mœurs, comme on l'a nommé. Celle-ci reposait sur une vision bourgeoise de la société dénonçant pareillement la sensualité de la vie de cour et l'agitation païenne que représentait le divertissement populaire. Ce texte nous rappelle aussi que l'on ne saurait comprendre les débats autour du puritanisme, de l'éthique protestante, du travail et de ses origines sans embrasser le contexte plus large dans lequel ils s'inscrivent, celui du déclin du life cycle service et de l'émergence du prolétariat. Les calvinistes anglais, en réalité seuls leurs détracteurs, les appelés puritains, se recrutaient en majorité au sein de la classe des maîtres artisans et des paysans en voie d'enrichissement, celle-là même qui employait le nouveau prolétariat. Leur réforme des mœurs visait les fêtes populaires, le jeu, la boisson et l'ensemble de ces rites annuels anarchiques au cours desquels la jeunesse inversait provisoirement l'ordre social. K. Thomas, 1976, page 221. L'idéal puritain était de rassembler tous ces hommes sans maître et de les placer dans des familles pieuses dont les chefs leur inculqueraient une discipline stricte en matière de travail et de prière. Cela n'a été que la première d'une longue série de tentatives en vue de réformer les mœurs de classe inférieure. S'en suivraient les hospices victoriens, où l'on apprendrait aux pauvres à respecter les horaires convenables, les programmes publics de workfare. Workfare désigne un type de programme dans lequel le versement de prestations sociales est conditionné par l'occupation d'un emploi MDT. Et bien d'autres initiatives semblables développées aujourd'hui. Pourquoi à partir du XVIe siècle, la bourgeoisie a-t-elle soudain conçu un tel intérêt pour la régénération morale des pauvres dont elle ne s'était pas souciée le moins du monde jusqu'alors? Ce point a toujours fait figure d'énigme historique, mais il s'explique aisément dans le contexte du life cycle service. Les pauvres étaient assimilés à des adolescents récalcitrants. Or, c'était traditionnellement par le travail, plus exactement le travail rémunéré, sous la supervision d'un maître, que l'on apprenait aux adolescents à devenir des adultes convenables, obéissants et autonomes.
Concrètement, les puritains et autres pieux réformateurs n'avaient plus grand-chose à faire miroiter aux nécessiteux, et certainement pas l'accession à l'âge adulte tel que l'on entendait jusqu'alors, c'est-à-dire l'affranchissement de l'obligation de travailler sur les ordres d'autrui. Alors, ils ont entrepris de remplacer cette perceptive par l'aumône et la discipline, tout en remettant par là-dessus une bonne couche de théologie. Le travail, enseignait-il, est à la fois une punition et une rédemption. Il a une valeur intrinsèque en tant qu'humiliation de soi, au-delà même des richesses qui produit lesquelles ne sont qu'un signe de la grâce de Dieu, dont il convient de profiter avec modération. À mon avis, les remarques de Max Weber, 1905, sur le lien entre calvinisme et origine du capitalisme doivent être comprises dans ce sens. Beaucoup à l'époque ont considéré comme une évidence qu'il y a eu une certaine connexion entre le protestantisme, l'éthique du travail autodiscipliné et la croissance économique. Towney, 1924. Pourtant, très peu ont examiné la convergence de trois facteurs qui semblent largement coïncider: le life cycle service nord-européen, le protestantisme et le capitalisme naissant. Au lendemain de la révolution industrielle, les méthodistes se sont mis à exalter le travail avec une vigueur renouvelée, imité voire dépassé par des bourgeois instruits qui ne se concevaient pas comme particulièrement religieux. Le plus grand défenseur de cette cause a peut-être été Thomas Carlyle, un essayiste immensément populaire qui, préoccupé par le déclin de la moralité dans l'ère de Mammon, qui souffrait à proposer un évangile du travail. Selon lui, le travail n'était pas un moyen de satisfaire des besoins matériels, mais l'essence même de la vie. Dieu avait délibérément créé un monde accompli pour offrir aux hommes la possibilité d'achever son œuvre par leur labeur. Un homme se perfectionne au travaillant. Crochet, 3 petits points. Considère combien, même quand il s'agit des plus humbles besognes, l'âme entière de l'homme s'apaise, atteint une harmonie réelle au moment même où il se met au travail. Doute, désir, tristesse, remords, indignation, désespoir, tout comme autant de chiens d'enfer, asseyent l'âme du pauvre journalier aussi bien que celle de tout homme, mais il se penche courageux et libre vers sa tâche, et toutes les furies s'apaisent. Elles se retirent tout en grondant pour regagner au loin leurs antres. L'homme à ce moment est bien un homme. Le rayonnement béni du travail qui l'éclaire, n'est-ce pas comme un feu purificateur dans lequel tout poison vient se fondre? Crochet, 3 petits points. Crochet, 3 petits points. Tout réel travail est sacré. Dans tout réel travail ne fut qu'un réel labeur au manuel. Il y a quelque chose de divin. Crochet, 3 petits points. Oh mon frère, si ce n'est pas la prière, alors je le déclare, tant pis pour la prière, car c'est là la plus noble chose qu'on ait encore découverte sur le ciel de Dieu. Qui es-tu, toi, pour qui te plains de ta vie de lutte? Ne te plains pas, lève les yeux, frère, si tu es las. Regarde les travailleurs, tes frères, dans l'éternité de Dieu. Crochet, 3 petits points. Bande sacrée des immortels, célestes garde du corps de l'empire de l'humanité. Thomas Carlyle, 1843, page 173-174, traduction française, page 309, 310 et 318. Il est instructif de mettre en regard Carlyle, qui fait l'éloge du travail au prétexte qu'il libérerait l'âme des soucis, et Nietzsche, qui le condamne exactement pour cette raison. Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours de la bénédiction du travail, je vois tirer, crochet, 3 petits points, l'arrière-pensée de la crainte de tout ce qui est individuel. On se rend maintenant très bien compte à l'aspect du travail, c'est-à-dire de cette dure activité du matin au soir, que c'est là la meilleure police, qu'elle tient chacun en bride et qu'elle s'entend vigoureusement entraver le développement de la raison, des convoitises, des envies d'indépendance. Car le travail use la force nerveuse dans des proportions extraordinaires. Il retire cette force à la réflexion, à la méditation, au rêve, au souci, à l'amour et à la haine. Aurore, 1881, paragraphe 173. On peut même se demander si dans ces lignes, Nietzsche ne répond pas spécifiquement à Carlyle. Carlyle aboutissait à la conclusion à laquelle tant d'autres parviennent aujourd'hui. Puisque le travail est noble, alors les tâches les plus nobles ne devraient pas être rémunérées. En effet, il serait indécent de prétendre mettre un prix sur des activités dont la valeur est si absolue. Le salaire de tout noble travail, pour l'heure, est encore au ciel ou sinon il n'est nulle part. Thomas Carlyle, 1843, page 175, traduction française, page 320. L'ouvrage consiste essentiellement dans une condamnation du capitalisme comme mammonisme,
au point qu'à l'instar de beaucoup d'écrits du XIXe siècle, il laque des résonances vaguement marxistes. Pour une oreille moderne, même lorsque ses conclusions sont conservatrices, le travail n'est pas un démon quand même, il est détenu par le mammonisme. Le travail reste un dieu emprisonné, luttant consciemment et inconsciemment pour échapper à Mammon. Ibid, page 257, traduction française, page 325. À noter tout de même que dans sa grande générosité, Carlyle admettait la nécessité d'accorder aux pauvres de justes salaires pour qu'ils puissent se procurer des moyens de subsistance. Ces arguments ont rencontré une formidable écho au sein de la bourgeoisie. Sans surprise, ils ont beaucoup moins impressionné les mouvements ouvriers qui bourgeonnaient en Europe au même moment. La plupart des travailleurs impliqués dans le ludisme, le chartisme, le socialisme ricardien et toutes ces tendances qui portaient en germe le radicalisme anglais auraient probablement été d'accord avec l'idée que le travail comportait une dimension divine. Cependant, pour eux, celle-ci ne tenait pas aux effets de travail sur l'âme et le corps. En tant qu'ouvriers, ils le savaient mieux que quiconque, mais au fait qu'ils créaient des richesses. En réalité, tout ce qui rendait riches et puissants les riches et les puissants était le fruit des efforts accomplis par les pauvres. Page 350. Adam Smith et David Ricardo, les fondateurs de la science économique britannique, ne tardèrent pas à embrasser le concept de valeur travail, à l'instar de nombreux industriels émergents qui voyaient le moyen de se démarquer des propriétaires terriens, simples consommateurs oisifs à leurs yeux. Mais presque instantanément, cette théorie a été adoptée ainsi par les socialistes et les leaders syndicaux, puis retournée contre les industriels. Bientôt, les économistes se sont mis en quête d'explications alternatives en se plaçant ouvertement sur le terrain politique. Dès 1832, c'est-à-dire 35 ans avant l'apparition du Capital de Marx, on pouvait lire des avertissements de ce type. Que le travail soit la seule source de richesse, voilà une doctrine qui semble aussi dangereuse que fausse, puisqu'elle fournit malheureusement un levier à ceux qui cherchent à représenter toute propriété comme appartenant aux classes laborieuses. Toute propriété comme appartenant aux classes laborieuses et la part reçue par d'autres comme du vol ou une fraude à l'égard des ouvriers. John Cazeneuve, Outlines of Political Economy, being a plain and short view of the laws relating to the production, distribution and consumption of wealth. Londres, P. Richardson, 1832, page 21-22 à ma connaissance, le premier à avoir recouru à la théorie de la valeur travail pour faire valoir que les travailleurs étaient exploités par leurs employés, fut le jacobin britannique John Thelwall dans son pamphlet The Rights of Nature Against the Usurpations of Establishments, rédigé en 1796. À vrai dire, dans les années 1830, de telles déclarations étaient des lieux communs. Il ne faut pas oublier que la théorie de la valeur travail faisait quasiment l'unanimité dans les générations post-révolution industrielle, avant même la diffusion des œuvres de Marx, qui lui insufflèrent un regain d'énergie et en proposèrent une formulation plus élaborée. Elle était particulièrement prégnante dans les colonies anglaises du Nouveau Monde. Les mécaniciens et commerçants qui deviendraient les fantassins de la guerre d'indépendance américaine estimaient que la couronne britannique venait piller les richesses qu'ils avaient produites. Après la Révolution, beaucoup retournaient à cette rhétorique contre les aspirants capitalistes. Pour citer un historien, leur conception de la bonne société reposait sur un roc inébranlable, la conviction que toute richesse était créée par le travail. L'esclavage, oui. Pessin, 1967, page 174, l'étude de Faller, 1981, sur la ville de Lynn, dans le Massachusetts, entre 1780 et 1860, montre très bien comment la théorie de la valeur travail a continué de façonner le débat public pendant près d'un siècle après la Révolution. Au point que l'adjectif capitaliste à cette époque était le plus souvent insultant. Lors de son premier discours annuel devant le Congrès en 1861, le président américain Abraham Lincoln, prononçant des phrases qui, pour radicales qu'elles sonnent à nos oreilles modernes, ne faisaient que refléter le sens commun de l'époque. La diffusion des œuvres de Marx aux États-Unis était alors relativement limitée, même si le philosophe allemand qui travaillait comme éditorialiste indépendant
publiait régulièrement des chroniques dans la presse américaine. Quelques années plus tard, en 1865, Marx écrivit directement à Lincoln en sa qualité de président de l'Association internationale des travailleurs AIT, pour lui exposer son analyse de la situation des ouvriers en Amérique. Il semble que Lincoln ait bien lu personnellement sa lettre, mais lui a fait répondre par un de ses assistants. Le travail est antérieur au capital et indépendant de celui-ci. Le capital n'est que le fruit du travail et il n'aurait jamais pu exister si le travail n'avait pas existé avant lui. Le travail est supérieur au capital et mérite de loin la plus haute considération. Cependant, poursuivait Lincoln, un élément faisait défaut aux États-Unis d'Amérique quand on les comparait à l'Europe. Un élément qui, en réalité, était à la base de leur système démocratique, la présence d'une population permanente d'ouvriers salariés. Nul n'est obligé de rester enfermé durant toute son existence dans la condition d'ouvrier, embauché au jour le jour. Partout à travers le pays, on rencontre aujourd'hui quantité d'Américains indépendants qui, pendant une partie de leur vie, ont travaillé sous contrat pour d'autres. Un jeune homme démarre dans le monde prudent et désargenté, se fait employer un temps comme salarié, met de côté un petit pécule qui lui permet d'acquérir des outils ou une terre à lui, puis commence à travailler pour son propre compte, avant d'embaucher à son tour un débutant pour l'aider. Autrement dit, même s'il ne l'exprimait pas exactement en ces termes, Lincoln soutenait que la rapide expansion économique et territoriale de l'Amérique permettait d'y laisser subsister une organisation proche du système médiéval, dans laquelle chacun travaillait d'abord pour d'autres, puis pouvait utiliser les bénéfices ainsi accumulés pour ouvrir un atelier ou acheter une ferme sur des terres confisquées à leurs habitants indigènes, avant de devenir lui-même un capitaliste recrutant des ouvriers parmi les jeunes gens qui démarraient la vie. Incontestablement, dans l'Amérique d'avant la guerre civile, même si Lincoln était originaire de l'Illinois, situé non loin de la frontière, cette situation était un idéal. Dans les villes anciennes de la côte Est, des mouvements ouvriers s'opposaient déjà à ce type de vision. En 1845, Mike Walsh, membre de l'Assemblée de l'État de New York, tenait des propos explicitement anticapitalistes. Qu'est-ce que le capital sinon ce pouvoir vorace que l'on extorque du travail par l'escroquerie, l'avarice et la ruse aujourd'hui et de tout temps? Cité dans Noël Ignatiev, 1995, page 149. Ce qui est intéressant dans les remarques de Lincoln, c'est qu'il pensait devoir inscrire le débat dans le cadre général de la théorie de la valeur travail. Tout le monde alors en faisait autant, et ce fut le cas jusqu'à la fin du siècle au moins. C'était même vrai aussi plus à l'ouest, le long de la frontière, où l'on aurait pu penser que ces tensions de classe à l'européenne étaient moins présentes. En 1880, on pouvait lire sous la plume d'un protestant missionnaire qui avait voyagé pendant plusieurs années dans cette zone. Du Colorado à la côte pacifique, vous serez bien en peine de trouver un paysan ou un mineur qui n'ait pas la bouche remplie de l'argot, ouvrier de Dennis Kearney, des blasphèmes paillards, du pamphlétaire athée, Robert Ingersoll ou des théories socialistes de Karl Marx. 45. E.P. Goodwin, Home Missionary Sermon, 1840, cité dans Josiah Strong, Our Country, Its Possible Future and Its Present Crisis, New York, Baker and Taylor, 1891, page 159, Dennis Kearney, leader ouvrier californien, a notamment marqué les mémoires pour ses prises de position virulentes contre l'immigration chinoise. Robert Ingersoll, auteur de célèbres réfutations de la Bible, est surtout connu aujourd'hui à travers les critiques de l'avocat Clarence Darrow contre l'interprétation littérale de la Genèse que propose la pièce Inherit the Right, qui semble être directement inspirée des écrits d'Ingersoll. Je peux également corroborer les remarques de Goodwin à l'aide d'un témoignage personnel. Mon grand-père paternel, Gustavus Adolphus Dolly Graber, est né avant la guerre civile américaine. Les générations sont particulièrement longues dans ma famille. Pendant de nombreuses années, précisément à l'époque où Goodwin écrivait, il a vécu de ses talents de musicien le long de la frontière. Apparemment, il serait à l'origine de l'introduction de la mandoline dans la musique américaine. Selon mon père, c'était un disciple d'Ingersoll, c'est-à-dire un athée convaincu.
S'il n'a jamais été marxiste, mon père, lui, l'est devenu. J'ai vu pas mal de westerns dans ma vie, mais il faut croire que tous ont oublié de mentionner ce détail, à l'exception notable de Trésor de la Sierra Madre, qui s'ouvre sur une scène dans laquelle John Huston, interprétant un personnage de mineur, explique la théorie de la valeur travail à Humphrey Bogart. Le film Le Trésor de la Sierra Madre est tiré d'un livre éponyme de B. Traven, nom de plume d'un romancier anarchiste allemand qui a fui son pays et a vécu presque toute sa vie dans le sud du Mexique. Son identité réelle continue de faire l'objet de nombreuses spéculations. Comment les détenteurs du capital sont parvenus à exploiter le principal défaut de la théorie de la valeur travail telle qu'elle a été popularisée au XIXe siècle? Presque toute forme de travail peut être décrite comme aidante, dès lors que son contenu contribue à satisfaire les besoins d'autrui. Nancy Folbreux. Je me suis tournée vers l'exemple américain à dessein. Les États-Unis jouent en effet un rôle central dans l'histoire qui nous occupe. C'est là-bas que le principe selon lequel toute richesse découle du travail a été le plus largement adopté, jusqu'à devenir du simple bon sens. Mais c'est aussi là-bas que la contre-attaque dont il a fait l'objet a été le plus délibérée, persistante et finalement efficace. Au début du XXe siècle, alors qu'étaient réalisés les premiers westerns, cette entreprise était déjà pratiquement achevée. Aussi, l'idée que les ouvriers agricoles étaient de fervents lecteurs de Marx dans le passé aurait paru parfaitement ridicule à cette époque, tout autant qu'aujourd'hui. Plus important, c'est de cette lutte qu'ont émergé les étranges attitudes à l'égard du travail qui ont rapidement conquis l'Amérique du Nord et qui continuent de se répandre aujourd'hui à travers le monde en disséminant leurs effets néfastes. Nul doute que Lincoln exagérait un peu dans son tableau de la République des artisans qui aurait prévalu avant la guerre civile. Il n'en reste pas moins que ce modèle rappelle effectivement l'ancienne tradition, ce life cycle service, avec cette différence notable que la majorité des ouvriers sous contrat n'étaient pas désignés comme domestiques et ne vivaient pas chez leur employeur. En tout cas, la classe politique regardait bien cette situation comme un idéal à atteindre et légiférait en ce sens. La permission de créer une société à responsabilité limitée n'était accordée à un entrepreneur capitaliste que s'il pouvait prouver que son affaire constituait un bienfait public évident et incontestable. En d'autres termes, la notion de valeur sociale était non seulement reconnue, mais inscrite dans la loi. En pratique, cela signifiait que le plus souvent, seuls étaient autorisés les projets visant par exemple à creuser un canal ou à construire une voie de chemin de fer. Ainsi, en 1837, quand un groupe d'hommes d'affaires d'Amherst, dans le Massachusetts, a voulu créer une entreprise de transport à responsabilité limitée, des ouvriers compagnons ont déposé une requête pour s'y opposer au motif que, en tant que compagnons, leur perspective était un jour de ne plus avoir à céder l'intégralité de la valeur qu'ils créaient à d'autres personnes et devenir leurs propres maîtres. Les requérants ajoutaient « Ces fusions ont pour effet de concentrer toutes les ressources entre les mains du capitalisme inexpérimenté en nous confisquant les bénéfices tirés de notre art, des bénéfices que nous avons acquis au prix d'années entières de dur labeur et dont nous estimons que la jouissance devrait nous revenir exclusivement. » Hanlon 2016, page 57. Généralement, les seules entreprises de ce type autorisées à voir le jour étaient celles dédiées à la création et à l'entreprise d'infrastructures publiques dont l'utilité était manifeste comme les voies ferrées ou les canaux. Hormis chez les athées qui vivaient le long de la frontière, les soubassements de ce sentiment anticapitaliste étaient essentiellement religieux. Le protestantisme populaire, puise dans ses racines puritaines, ne se contentait pas de se glorifier le travail. Il soutenait qu'il était un devoir sacré et une proclamation de supériorité morale et politique sur les riches oisifs. Pour reprendre les termes de mes collègues anthropologues Dimitra Doukas et Paul Durenberger, c'était une version encore plus explicitement religieuse que l'évangile du travail de Carlyle, lequel a été baptisé producérisme par les historiens, puisqu'elle faisait du travail à la fois une valeur en soi et la seule vraie source de richesse. Tout cela commença à changer au lendemain de la guerre civile, avec les premiers frémissements du capitalisme de la grande entreprise qui extrapolait les principes de l'organisation bureaucratique
à l'échelle industrielle. Les nouveaux manières de l'industrie rencontrèrent d'abord une farouche hostilité, on les appelait d'ailleurs barons voleurs. Cependant, dès les années 1890, ils se lancèrent dans une vaste contre-offensive intellectuelle, proposant de ce que Dukas et Durenberger appellent un évangile de la richesse, d'après le titre d'un ouvrage d'Andrew Carnegie. À compter des années 1890, les géants industriels fraîchement constitués, leurs banquiers et leurs alliés politiques se sont mis à contester le discours moral des producéristes et à élaborer une nouvelle idéologie qui en prenait le contre-pied, soutenant que c'est le capital et non le travail qui crée les richesses et la prospérité. De puissantes coalitions d'intérêts industriels ont joint leurs efforts pour déformer le message que véhiculaient les écoles, les universités, les églises et les groupes civiques. Elles affirmaient que le commerce avait résolu les principaux problèmes moraux et politiques que connaissait la société industrielle. Le baron de l'acier Andrew Carnegie était un des fers de lance de cette campagne. Lorsqu'il s'exprimait devant les masses, il défendait ce que nous appelons aujourd'hui le consumérisme, la productivité accrue du capital concentré, sous la direction avisée des personnes appropriées, allait tellement faire baisser le prix de production de base que les travailleurs de demain vivraient dans la même opulence que les rois d'hier. Devant les élites, Carnegie expliquait que choyer les pauvres en leur versant de trop gros salaires était préjudiciable à la race. Durenberger et Dukas, 2008, page 216 à 217. L'avènement du consumérisme a aussi coïncidé avec les débuts de la révolution managériale, laquelle, dans ses premières manifestations, s'est traduite par un assaut contre les savoirs populaires. Alors qu'un tonnelier ou une couturière se concevaient jusqu'alors comme les héritiers d'une fière tradition fondée sur un corpus de connaissances réservé aux initiés, les nouvelles sociétés, avec leurs organisations bureaucratiques et leur management scientifique, se sont efforcés de transformer les ouvriers en de pures extensions des machines, au sens littéral du terme, puisque leurs moindres mouvements étaient désormais prédéterminés par d'autres. Il nous faut tenter de comprendre pourquoi cette entreprise a connu un succès si retentissant, car indéniablement, une génération plus tard, tout avait changé. Le producérisme avait cédé la place au consumérisme. Le fondement du statut social, comme le dit Harry Braverman, n'était plus la capacité de fabriquer des choses, mais celle de les acheter. Braverman, 1974, page 246.